Vous avez essayé de vous calmer. Vraiment essayé. Vous avez respiré profondément. Vous vous êtes dit que ce n'était pas si grave. Vous avez peut-être même fermé les yeux, tenté de vider votre tête. Et pourtant, quelques minutes plus tard, les pensées étaient revenues, plus insistantes qu'avant, comme si votre cerveau refusait obstinément de lâcher prise, comme s'il y avait en vous quelque chose qui résistait à la paix. Si vous vous reconnaissez dans cette expérience, écrivez « présent » dans les commentaires. Parce que ce que vous vivez est bien plus répandu qu'on ne le dit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de fondamental. Pourquoi notre cerveau refuse parfois de se calmer? Non pas pour vous donner une liste de techniques à appliquer mécaniquement, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur. Parce que quand on comprend une chose, on cesse de la subir aveuglément, et on commence, tout doucement, à trouver une autre façon de vivre avec elle. Commençons par quelque chose d'important. Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Je sais que dans ces moments où les pensées s'emballent, où le calme semble hors de portée, il peut sembler que votre propre esprit se retourne contre vous. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il veille, il surveille, il anticipe, il cherche des menaces. Le problème, c'est qu'il fait cela dans un monde moderne pour lequel il n'a pas vraiment été préparé. Pendant des centaines de milliers d'années, notre cerveau a évolué dans un environnement où les dangers étaient physiques et immédiats. Un prédateur, une tempête, un territoire hostile. Dans cet environnement-là, un cerveau hyper vigilant était un avantage considérable. Il sauvait des vies. Ceux qui se détendaient trop vite, qui baissaient la garde trop tôt, survivaient moins bien. Nous portons cet héritage en nous, ce cerveau ancestral qui ne sait pas vraiment faire la différence entre un lion dans la savane et un email stressant, entre une menace physique et une inquiétude sociale, entre un danger réel et un scénario imaginé. Et c'est là que tout commence. Quand vous essayez de vous calmer en vous disant simplement de ne plus penser à ce qui vous préoccupe, vous entrez, sans le savoir, dans un paradoxe fascinant. Les psychologues l'ont bien documenté. Essayez, maintenant, de ne pas penser à un éléphant rose. Juste quelques secondes. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Vous voyez le problème. Pour vérifier que vous n'y pensez pas, votre esprit doit d'abord y penser. C'est le même mécanisme qui se met en place quand vous tentez de forcer le calme. Votre cerveau doit maintenir active la représentation de ce que vous voulez éviter, justement pour surveiller si vous l'évitez bien. L'effort de suppression génère lui-même ce qu'il cherche à supprimer. Voilà pourquoi arrête de penser à ça est probablement le conseil le moins utile qu'on puisse donner à quelqu'un qui souffre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que ce paradoxe. Quelque chose que j'observe régulièrement et qui me touche beaucoup. Quand les gens n'arrivent pas à se calmer, ils commencent souvent à s'inquiéter de ne pas pouvoir se calmer. Ils se disent « Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Les autres semblent tellement plus posés, tellement plus en contrôle. Et cette inquiétude supplémentaire, cette couche de tension qui s'ajoute sur la tension initiale, aggrave considérablement l'état dans lequel il se trouve. C'est une spirale que je vois souvent. On souffre, puis on souffre de souffrir. Et cette seconde souffrance est parfois plus lourde que la première. Pensez à votre corps dans ces moments-là. Quand votre cerveau est en état d'alerte, votre corps l'est aussi. La respiration se raccourcit, les muscles se contractent légèrement. Le cœur s'accélère et votre corps envoie à son tour des signaux à votre cerveau. Quelque chose ne va pas, reste vigilant. Le cerveau et le corps se répondent en écho, s'alimentent mutuellement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. C'est un système magnifiquement conçu pour la survie qui se retrouve, dans nos vies contemporaines, légèrement débordé. Il y a une autre raison pour laquelle le cerveau refuse de se calmer, et celle-là est plus inattendue. Parfois, rester dans l'agitation est une façon de rester en mouvement, une façon de ne pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, vraiment s'arrêter, serait se retrouver face à des choses qu'on préfère ne pas regarder. Des questions sans réponse, des douleurs qu'on a mises de côté, des vides qu'on a appris à combler par l'activité, par le bruit, par l'occupation permanente. L'agitation mentale peut être, sans qu'on en soit conscient, une protection, un refuge paradoxal. La tempête intérieure empêche d'entendre certains silences, et certains silences font peur. Je voudrais vous poser une question que je vous invite à ne pas traiter trop rapidement.
Dans votre vie en ce moment, y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore vraiment regardé en face? Une question que vous remettez à plus tard? Une douleur que vous gardez en mouvement pour ne pas la laisser atterrir? Vous n'avez pas à répondre ici. Mais si quelque chose vous vient, partagez-le dans les commentaires, à votre façon, avec les mots que vous voulez. Vous serez surpris de voir combien d'autres personnes reconnaîtront quelque chose de leur propre expérience dans les vôtres. Revenons à ce que la science nous dit, parce que je crois que comprendre le fonctionnement de notre cerveau peut être, en soi, une forme de soulagement. Notre cerveau a ce qu'on pourrait appeler un biais de négativité. Il est naturellement plus attentif aux informations négatives qu'aux informations positives. Une mauvaise nouvelle s'imprime plus durablement qu'une bonne. Une critique résonne plus longtemps qu'un compliment. Un danger potentiel capte davantage l'attention qu'une opportunité agréable. Ce biais n'est pas un défaut de fabrication. C'est encore une fois un héritage évolutif. Dans un environnement de survie, il valait mieux réagir 10 fois à une fausse alerte que manquer une fois un vrai danger. Mais dans nos vies actuelles, ce biais se traduit par une tendance naturelle à surpondérer les problèmes, à anticiper le pire, à rester fixé sur ce qui pourrait mal tourner plutôt que sur ce qui se passe bien. Et quand on essaye de se calmer sans tenir compte de cette réalité neurologique, on lutte contre quelque chose de fondamentalement ancré dans notre architecture mentale. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de câblage. Comprendre cela devrait déjà alléger quelque chose. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes humain, vous. Alors que faire de tout cela? Comment vivre avec un cerveau qui surveille, qui anticipe, qui résiste au calme? La première chose, et peut-être la plus contre-intuitive, c'est de cesser de combattre, pas de capituler, pas de se laisser emporter par chaque pensée inquiète. Mais cesser la guerre intérieure, cesser de se dire que le calme doit arriver maintenant, que les pensées doivent s'arrêter, que l'agitation est inacceptable. Parce que chaque effort de suppression, chaque jugement sur notre propre état intérieur ajoute de la tension à la tension. Il y a dans les traditions contemplatives, et la psychologie moderne les a rejointes sur ce point, une idée très simple et très profonde. On ne peut pas forcer la paix. On peut seulement créer les conditions dans lesquelles elle peut apparaître. Comme on ne force pas une mare agitée à se calmer en la brassant davantage. On laisse la boue se déposer. On attend. Et l'eau devient claire d'elle-même. La deuxième chose, c'est d'apprendre à observer plutôt qu'à réagir. Quand une pensée anxieuse arrive, quand votre cerveau vous propose un scénario catastrophe ou une inquiétude urgente, il y a un espace minuscule au début entre cette pensée et votre réaction. Cet espace s'appelle la conscience, et cet espace peut s'élargir avec la pratique. Observer une pensée plutôt que d'y plonger, c'est se dire « voilà une pensée qui passe, voilà mon cerveau qui fait ce qu'il fait, c'est intéressant ». Mais cette pensée n'est pas une vérité, ce n'est pas un ordre, c'est une production de mon esprit, comme des nuages traversent un ciel. Le ciel n'est pas les nuages, et vous n'êtes pas vos pensées. La troisième chose qui me semble essentielle, c'est de revenir au corps. Pas pour fuir les pensées, mais parce que le corps est toujours dans le présent. Vos pensées peuvent être dans hier ou dans demain. Mais vos pieds, en ce moment, touchent le sol. Votre respiration, en ce moment, entre et sort. Votre cœur bat. Ces sensations physiques sont des ancres, pas des solutions définitives, mais des points d'appui concrets dans le présent. Quand le cerveau s'emballe, revenir au corps, c'est revenir à maintenant. Et le danger imaginé est presque toujours dans le futur, jamais vraiment dans le maintenant. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous dire sur le sommeil. Sur ces nuits où le cerveau semble particulièrement décidé à ne pas se calmer. Vous connaissez ces moments où vous vous allongez, épuisé, et votre esprit choisit précisément cet instant pour passer en revue tous vos soucis, toutes vos erreurs, toutes vos inquiétudes. C'est un phénomène bien réel, biologiquement explicable. Le jour, nous avons des activités, des interactions, des stimulations qui occupent une partie de notre cerveau. La nuit, dans le silence et l'immobilité, ces distractions disparaissent, et les pensées qui attendaient patiemment en coulisses font leur entrée. Dans ces moments-là, la pire chose que vous puissiez faire est de regarder l'heure et de calculer combien d'heures de sommeil il vous reste. La deuxième pire chose est de vous reprocher de ne pas dormir. Ce que je vous propose plutôt, c'est de changer simplement votre rapport à cet état. Vous n'êtes pas en train de rater quelque chose. Vous êtes allongé, au chaud, dans le repos. Votre corps récupère même si votre esprit est encore actif. Ce n'est pas un échec,
C'est un soir de plus dans une vie humaine. Je voudrais terminer avec une image qui me revient souvent quand je pense à tout cela. Imaginez un musicien qui apprend un morceau difficile. Il y a des passages qui ne viennent pas, des notes qui résistent, des enchaînements qui semblent impossibles. S'il se force brutalement, s'il répète avec tension et frustration, ses mains se crispent et les erreurs s'accumulent. Mais s'il s'approche du morceau avec patience, s'il laisse ses doigts explorer, s'il accepte les imperfections comme une partie du chemin, quelque chose lentement se libère. Votre cerveau est comme ce musicien, il apprend, il s'adapte, il cherche, et il a besoin pour cela d'un peu moins de pression et d'un peu plus de patience. Nous vivons dans un monde qui valorise l'efficacité, la rapidité, la performance en toute chose, y compris dans notre vie intérieure. On nous dit de méditer pour être plus productif, de se calmer pour mieux performer, comme si notre vie émotionnelle était encore un outil au service d'autre chose. Mais peut-être que le calme que vous cherchez n'est pas une technique, peut-être que c'est une façon d'être, une relation différente à vous-même, une façon de vous tenir compagnie avec un peu plus de douceur. Votre cerveau refuse de se calmer non parce qu'il est cassé, mais parce qu'il fait son travail avec l'intensité d'un organe qui vous aime à sa façon maladroite. Il veut vous protéger, il veut vous garder en vie, il veut que vous soyez prêt à tout. Peut-être que la réponse n'est pas de le forcer à se taire. Peut-être que la réponse est de lui dire doucement que vous avez entendu, que vous avez compris l'avertissement, et que là, maintenant, vous êtes en sécurité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant tout cela. Un mot suffit, une phrase, une question. Cet espace est là pour vous. Et si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous portiez intérieurement, si elle vous a aidé à vous sentir un peu moins seul avec votre propre cerveau, pensez à vous abonner. Parce que c'est ce que nous construisons ici ensemble, pas à pas, doucement. Une façon de mieux comprendre ce qui se passe en nous pour vivre avec un peu plus de légèreté.